Tout d'abord, tous mes remerciements à Valérie Foussier et à Sophie Cotte pour leur invitation à participer à ce beau projet de congrès virtuel. Je suis psychiatre en ville et je m'intéresse depuis quelque temps à la question du haut potentiel et de son impact sur la prise en charge de patients adultes et adolescents que je suis amenée à rencontrer dans mon activité. Tout d'abord, 3 observations. La première est que si on en connaît de plus en plus sur les enfants précoces, une fois passé la moulinette de l'orientation scolaire, quid du haut potentiel à l'âge adulte, on n'en parle plus. La seconde est que le haut potentiel n'est pas une maladie et que les psychiatres, contrairement aux psychologues qui sont formés à la question de l'intelligence, les psychiatres, eux, n'ont aucune formation, voire même aucune idée sur le sujet. Enfin, la troisième est que les enfants précoces seront des enfants heureux et deviendront des adultes heureux, et ce d'autant plus que ce potentiel aura été détecté, expliqué, accompagné pour aller dans le sens de leur épanouissement. Une fraction non négligeable de cette population, non détectée ou bien ne bénéficiant pas d'un entourage familial ou éducatif adéquat, se trouvera en situation de sous-utilisation de ce potentiel, avec des difficultés dans la construction de leur personnalité et dans la capacité à trouver un équilibre de vie épanouissant. Alors, que risque le sujet à haut potentiel adulte non détecté en termes de symptômes psychiatriques? Tout d'abord, s'il a pu optimiser son potentiel en termes de réussite professionnelle et personnelle, il y aura un risque anxieux. L'anxiété est quasi constante chez le sujet à haut potentiel, liée entre autres en partie à un pseudo-perfectionnisme. C'est en effet toute son échelle de valeur qui est biaisée, car pour le sujet à haut potentiel, la perfection, c'est la norme. Une autre caractéristique liée à l'anxiété est que le sujet à haut potentiel non détecté n'a souvent pas conscience du décalage qu'il existe entre lui et la moyenne, et qu'il aura tendance, surtout pour les femmes, à se dévaloriser et à se minimiser. Ce trouble de l'estime de soi associé à une émotionnalité plus importante que la moyenne pourra être redoutablement dépressogène. Alors, le second risque est un risque dépressif. Trop d'activités, trop de projets, des difficultés à tout mener à la fois, des troubles du sommeil par incapacité à mettre sa tête au repos, et c'est le classique syndrome d'épuisement qui est une dépression qui se manifeste notamment par une brutale incapacité à penser. Comme le sujet au potentiel a un idéal du moi très élevé et une fâcheuse tendance à repousser les limites, cet épisode dépressif sera souvent brutal et vécu de manière extrêmement difficile et négative sur le plan narcissique, avec un risque assez grand de mise en danger. Ensuite, pour les sujets qui n'ont pas pu utiliser leur potentiel dans le sens de la réussite. Ces sujets-là sont beaucoup plus difficiles à détecter en consultation psychiatrique, alors même qu'ils sont souvent en grande souffrance du fait de la sous-utilisation de leur intelligence. Indéniablement, haut potentiel rime avec excès. Excès de sensations, excès de stimulation, excès de sentiments et surtout excès d'énergie. Toutes ces personnalités sont excessives, avec tout un style différent, conditionné par le tempérament qui est une donnée innée et canalisé par ce qui aura été proposé par l'entourage. Si l'entourage a pu être ouvert, accueillant, tolérant, stimulant, mais aussi cadrant, ça passe et l'énergie est canalisée sur une multitude de rails. Si par contre l'environnement n'a pas eu ces qualités, l'excès d'énergie reste coincé à l'intérieur du sujet et risque de se retourner contre lui, ce qui produit une inhibition en surface et la création de voies de sortie pathologiques de l'énergie en excès, et ce d'autant plus que le milieu familial aura été pathogène ou non sécurisant. On retrouve là en premier lieu des symptômes anxieux majeurs avec dispersion de la pensée et des obsessions. On retrouvera aussi un risque addictif, soit des produits comme l'alcool et le cannabis, mais aussi des addictions comportementales comme les troubles du comportement alimentaire, l'addiction à Internet, ou bien tout simplement une sorte d'addiction à la rêverie, qui est en fait le fait de vivre sa vie en rêve, sans obstacle ni contrainte, et de ne pas vivre la vie pour de vrai. Lorsqu'un adulte ou un adolescent de ce type arrive dans le cabinet d'un psychiatre, le psychiatre ne voit que la surface, c'est-à-dire l'inhibition ou les symptômes, et seule une attention particulière permettra de détecter le haut potentiel caché. D'où un sacré risque de passer à côté d'une donnée assez fondamentale de la problématique et de ne proposer qu'une prise en charge partiellement efficace. Alors, comment rendre la vie plus belle aux adultes et aux adolescents à haut potentiel? Le déroulement est en fin de compte le même que pour l'enfant précoce qui rencontre un psychologue et se fait en 3 étapes. Tout d'abord, il faudra reconnaître le potentiel et puis transmettre cette idée au patient en lui disant que cette hypothèse sera prise en compte dans sa prise en charge, ce qui nécessite parfois un peu d'assurance et de persévérance par rapport à des patients sceptiques ou incrédules avant qu'ils ne s'approprient l'idée. Reconnaître le haut potentiel voudra aussi dire faire la relecture du parcours du patient et déterminer en quoi ce potentiel a pu être un plus ou un frein dans son épanouissement. Reconnaître voudra enfin dire l'encourager à assumer cette différence. La seconde étape
sera de leur expliquer comment ils fonctionnent. Comment réussir à canaliser leur intelligence pour sortir de l'inhibition ou des symptômes, comment arriver à se vider la tête pour trouver le repos, on conseillera souvent une approche corporelle associée, et surtout, comment retrouver le plaisir d'utiliser l'intelligence là où penser est souvent devenu une contrainte, voire une torture. La troisième étape sera de les remotiver autour d'un projet professionnel, projet de reprise d'études, projet artistique, projet créatif. Toutes leurs idées seront bonnes à prendre, car on sait bien qu'un sujet à haut potentiel motivé aura les moyens de réussir ce qu'il entreprend. Alors, il y a aussi le reste du travail psychiatrique et psychothérapique, tout en gardant à l'esprit qu'il ne donnera de bons résultats que dans un cadre extrêmement interactif et explicité. Il y a enfin la question de la vision psychanalytique du haut potentiel, mais là je n'ai plus le temps. Merci.